Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Régis Vallon, qui est directeur de production et producteur exécutif dans le cinéma et dans les séries, notamment avec la dernière série en date Mortel sur Netflix, mais aussi le film Barbecue. Tu nous en diras un peu plus sur toi et sur ta carrière. Donc, on est là pour vraiment voir quel est l'homme qui se cache derrière ce directeur de production et ses différents films. Donc, Régis, merci pour ton temps, de m'accorder ce temps d'interview en dehors de tes tournages et en dehors du cabinet. C'est un plaisir. En quelques mots, comment tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un et qu'on te demande ce que tu fais? Bonjour d'abord, Marine, merci de m'accueillir. Je suis donc directeur de production, producteur exécutif sur certains projets. Je me présente, en fait, notre métier est un métier comme si on était un petit entrepreneur et qu'on allait construire une maison, par exemple. On part de zéro, il faut financer le projet, donc c'est le producteur. Et là, il appelle un chef de chantier, c'est le directeur de production, pour s'occuper de tout. D'engager les gens qui vont construire la maison, d'acheter le matériel, de louer le matériel ou d'acheter le matériel, et de suivre le chantier jusqu'à son aboutissement et de donner les clés de la maison à la fin. Voilà, moi je fais ce métier-là. Le producteur me dit, voilà, on a tant d'argent, on a un film à faire, il me donne un scénario, et moi je fais l'étude du budget. Puis j'engage le personnel, je loue le matériel, je négocie le matériel, je négocie les salaires des comédiens et on lance le projet. Je suis le chantier, le projet, puisque c'est un chantier, un tournage. Je suis le film, je fais attention à éviter les dépassements. Voilà, donc il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect humain aussi, de faire en fonction d'engager les gens qui s'entendent bien, qui vont pouvoir travailler ensemble pour faire le meilleur film possible. Voilà, je rends les clés à la fin. Quand le film est terminé, voilà, je rends les clés et on livre le film ou à une chaîne ou à un distributeur pour le passer en salle. Euh, voilà, c'est le rapport que je fais pour que les gens comprennent bien quel est le métier que je fais. Directeur de production, c'est un peu un chef de chantier de construction d'immeubles, de maisons. Voilà. Ah, c'est super, c'est super d'avoir le parallèle justement pour bien comprendre. Ça pourrait être aussi l'architecte de tout Absolument. Ouais, ouais, ça, c'est justement, qui va coordonner en fait les différents corps de métier ensemble. Parce qu'en fait, ce que tu me disais, c'est qu'il y a énormément, et ce que j'ai pu voir hier en tournage, c'est qu'il y a énormément de personnes qui travaillent ensemble sur un tournage. Il y en a combien à peu près? Alors, ça dépend des films, mais sur un téléfilm, il y a une cinquantaine de personnes, en comptant les comédiens par jour présents. Sur un long métrage, 80. Sur des films plus lourds d'époque, on peut être 100, 150. Tout dépend des besoins. C'est sûr que sur un film d'époque, bah, il y a beaucoup de costumes, donc beaucoup de costumiers, costumières. Sur un téléfilm, il y a une costumière, une habilleuse. Voilà, il y a que deux personnes, alors que sur un film d'époque, ils peuvent être 15, 20. Ça peut aller très, très vite. Voilà, mais en gros, sur un film normal contemporain, on est entre 50 et 80 personnes. Et tout ça évolue au fur et à mesure. Alors à la préparation, je commence un peu tout seul, puis arrive le réalisateur, puis arrivent les assistants du réalisateur, puis les gens qui s'occupent de la logistique, la régie, donc le régisseur général, etc. Et l'équipe se monte au fur et à mesure, devient de plus en plus complète, jusqu'au début du tournage, où quand on commence le tournage, on est 50 sur un plateau. Et puis après, ces gens s'arrêtent. Et puis après, il y a d'autres équipes qui viennent en post-production pour le montage du film, pour l'étalonnage, jusqu'à la livraison. Et là, ça dégraisse. Il y a de moins en moins de personnes qui voilà. Et puis après, les contrats sont terminés, le film est rendu. Il n'y a plus personne, mais on est une cinquantaine sur un téléfilm ou sur une série. Du coup, ouais, ça fait beaucoup de personnes à gérer. La gestion humaine, on dit que c'est toujours un petit peu le plus compliqué. Ça va pour coordonner tout le monde au niveau de l'ambiance et...
Enfin, dans mon cas, je pense que c'est ce qui est devenu le plus intéressant au fur et à mesure. Je trouve que de réussir à travailler avec les bonnes personnes, d'adapter les bonnes personnes. C'est-à-dire que, en fait, un film va se faire avec un réalisateur et un comédien principal ou une comédienne principale. Et il faut réussir à entourer ces gens qui sont piliers, qui sont les piliers du film, de personnes avec qui ils vont s'entendre et de trouver les bonnes personnes, donc de réussir à comprendre leur personnalité assez rapidement, parce que souvent c'est des gens que je ne connais pas, ou c'est toujours plus simple quand c'est des gens que je retrouve, parce qu'on finit par se retrouver, retourner avec des gens avec qui on a déjà travaillé, ça arrive. Mais souvent, on travaille avec des nouvelles personnes. Ce qui rend aussi le travail très intéressant, c'est qu'on fait tout le temps le même métier. On fait la même chose de la même façon, mais avec des gens différents, donc avec une psychologie différente. Et c'est tout l'intérêt de ce métier. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de réussir à trouver les bonnes personnes, d'engager les bonnes personnes, ou de proposer les bonnes personnes à un réalisateur en se disant, je pense que cette personne s'entendrait bien avec toi et que ta façon d'être et ta façon de travailler fonctionnerait avec cette personne-là. Et quand vous avez réussi à faire ça, enfin, quand j'ai réussi, si j'arrive à faire ça, moi, j'ai une vraie satisfaction. C'est que je me dis, bon, j'ai engagé plein de gens différents qui ne se connaissaient pas. Et en fait, bah, ils sont tous bien entendus. On a fait un joli film et c'est super. Hein, et c'est une vraie satisfaction. Voilà, par France 3. C'est toujours difficile hein, quand vous avez 50, 80 personnes sur un plateau, que tout le monde s'entende. C'est toujours très compliqué, mais souvent on a des bonnes surprises. Et puis je suis là aussi pour la gestion des moins bonnes surprises. Voilà, quand les gens s'entendent pas, qu'il y a des conflits, comme dans tous les métiers, bah, je suis au milieu et je suis là pour régler ces problèmes-là. Voilà, il y a des gens qui quittent les films aussi parce qu'ils se sentent pas bien. D'autres personnes arrivent et ils trouvent leur place rapidement. Enfin, on fait un métier assez particulier. Mais c'est vrai qu'il y a une partie donc de mon métier qui est l'aspect financier. Voilà, je dois gérer les finances et tenir les finances. C'est-à-dire qu'à la fin, si on a explosé le budget, bah, c'est le producteur qui va me demander des comptes, quoi, me demander pourquoi. Et j'ai un gros aspect de mon boulot qui est basé sur le psychologie, l'entente des gens et voilà, c'est assez complet comme moi je trouve ça très intéressant. Tout le monde ne D'accord. travaille pas de la même façon que moi. Hein. Il y a des gens qui travaillent dans le conflit pour avoir le pouvoir, pour se sentir fort. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne supporte pas. Alors, il faut savoir taper du poing sur la table, mais le conflit, je pense que ça apporte que du stress et des mauvaises choses. Et on fait des moins beaux films quand on travaille dans le conflit que quand on travaille dans la bonne humeur et le calme. Mais oui, c'est Absolument. intéressant de voir tout l'aspect en fait en rapport avec bah, le rapport humain et la psychologie que tu as à gérer. Et d'un autre côté, le côté très carré des finances, c'est hyper complet comme métier. Oui, et c'est d'autant plus compliqué que, en fait, comme je suis la personne qui engage les gens, j'ai un rapport, enfin, les gens me voient comme la personne voilà, qui gère l'argent, ce qui est le cas, et comme celui qui parfois ne va pas tout payer ou va essayer de payer le moins possible, etc. Donc j'ai aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que j'ai envie que les gens aient confiance en moi. Moi, je suis pas là pour gratter des sous, pour que le producteur ramasse beaucoup plus d'argent que prévu. Je suis là pour faire un film. C'est-à-dire que l'argent que j'ai, je le mets dans le film à l'image et enfin, voilà, pour que le film soit le mieux possible. Et il y a ce rapport aussi de confiance qu'il faut essayer d'avoir dès le début avec les gens qu'on engage parce que c'est hyper important pour la suite, parce que les gens sur un plateau qui viennent travailler en se disant bah, à la fin de la semaine, est-ce que on va me payer tout ce que j'ai travaillé, ils travaillent moins bien que les gens qui se disent bon bah avec cette production-là, je vais être payé normalement, je m'investis à 100% dans mon travail et je ne pense pas à ma fiche de paye à la fin de la semaine, parce qu'on est payé toutes les semaines. Donc, y a aussi cet aspect-là qui est assez complexe, que j'ai mis du temps à comprendre. Bon, enfin, maintenant, il y a bien longtemps, je suis directeur de production depuis 1999, les premières fois où j'ai fait de la direction de production, donc ça commence à dater. Et, et du coup, j'explique. En fait, la communication, c'est la base. Mais c'est comme dans tous les métiers, ou dans tous les couples, dans toute la vie, dans les familles, c'est la communication qui est la base.
pour que ça marche bien, quelque chose fonctionne bien si vous communiquez. Donc, j'essaye de m'attacher. Alors, je suis perfectible. Hein, j'essaye de m'attacher à communiquer le plus possible avec les gens pour être le plus honnête et pour qu'ils aient confiance et qu'on fasse le meilleur film possible. Voilà. Ah, ça, c'est top. Bah, ce que tu dis sur la communication, je suis tellement d'accord avec toi. On le retrouve de partout. Et Ouais. effectivement, bah, si on reste chacun dans son coin avec ses blessures ou ce qui nous gêne et qu'on communique pas, ça monte en pression et après, ça explose. Donc, expliquer les points de vue de chacun, c'est hyper intéressant. Ouais. Et pour parler un petit peu de ton histoire, comment t'en es arrivé à tomber bah, dans le milieu du cinéma Alors, moi, je n'ai pas. Personne ne travaille dans le cinéma dans ma famille. Donc, rien à voir. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que je suis tout petit. Je sais pas, je dis 4 ans, mais j'en sais rien. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Et j'ai voulu faire du cinéma américain, entre Ah, guillemets. J'ai toujours voulu travailler sur un film américain. Je ne connaissais rien du tout au cinéma. Et donc, je me suis dit très rapidement que si je voulais travailler dans le cinéma sans vraiment savoir ce que je voulais faire, il fallait, si je voulais faire des films américains, que je parle la langue anglaise. Et scolairement, j'étais pas très bien. Et puis rapidement, je me suis dit, mais si je continue comme ça, j'aurai jamais mon bac, je pourrais pas faire d'école de cinéma et je pourrais pas travailler dans le cinéma. Donc j'ai demandé à mes parents de m'envoyer en pension. Je suis parti en pension à Saint-François-de-Sales chez les curés, etc., où je me suis senti pas bien. Mais j'ai rencontré une prof d'anglais et je lui ai dit, moi, en fait, je voudrais partir aux États-Unis. Je veux apprendre l'anglais, mais sur le terrain, quoi. Et elle m'a dit à l'époque, ben, moi, j'ai des amis qui sont belges et qui ont une société, une organisation, une fondation qui envoie des étudiants belges aux États-Unis faire une année scolaire ou deux, voilà. Et elle me les a présentés. Et donc, j'ai passé des petits examens sur mon niveau d'anglais qui était assez médiocre. Mais j'ai été reçu et ils m'ont pris. Donc, j'étais le Français qui est parti parmi, je ne sais pas combien ils avaient, une centaine ou un peu moins peut-être, enfin, d'élèves belges qui partaient, qui étaient envoyés dans des familles américaines aux États-Unis. Et j'ai fait une année, j'ai été reçu par une famille américaine, et j'ai passé mon bac là-bas, et j'ai repassé mon bac en France pour avoir un vrai bac français, parce que le bac américain n'est pas tout à fait au même niveau, et puis il ne me permettait pas de faire une école de cinéma. Il fallait que j'ai un bac français, donc je suis rentré en France, et là j'ai passé mon bac, et j'avais vraiment mûri, je parlais l'anglais couramment, et je me suis inscrit dans une école de cinéma où j'ai été accepté puisque j'avais mon bac, j'ai passé les examens d'entrée et je me suis retrouvé à faire une école de cinéma. Et en première année d'école de cinéma, j'ai fait un stage sur mon premier film. J'avais 19 ans, j'ai fait mon premier film, un long métrage, un film de Claude Pinoteau qui s'appelait La neige et le feu. C'était en 90 ou 91, quand ça datait. Et je me suis retrouvé stagiaire régie sur mon premier film et très vite j'ai intégré une équipe qui a bien aimé travailler avec moi et qui travaillait déjà dans le cinéma depuis longtemps et qui m'a repris et j'ai travaillé avec eux au fur et à mesure. Donc j'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'en fin de deuxième année et après j'ai arrêté. J'ai pas fait la troisième année et j'ai commencé à travailler. Donc, je d'accord. ne suis pas diplômé d'école de cinéma, parce que je n'ai pas fait ma troisième année. Mais la question se posait, c'est valait-il mieux être diplômé d'école de cinéma et de sortir d'une école sans boulot et sans savoir quoi faire, ou continuer à travailler avec cette équipe qui m'engageait, qui me faisait rencontrer d'autres gens, d'autres équipes, etc., faire des films intéressants et rentrer dans la vie professionnelle. Voilà. Et en fait, dans notre milieu, la meilleure formation, c'est pas l'école, c'est d'être sur le terrain, quoi, Mm. et de trouver sa voie, voilà. Et puis je voulais pas faire un métier technique. Moi, c'était pas la. J'ai fait de la technique caméra, hein. J'ai fait des courts métrages en tant qu'assistant caméra, etc. Mais je voulais pas faire un métier technique. Je me suis vite rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était travailler avec les gens, transporter les comédiens, être avec les comédiens, être avec les techniciens, voilà. Donc j'ai commencé à la régie, c'est-à-dire et au fur et à mesure, j'ai évolué. Je passais donc de régisseur, de stagiaire régie à régisseur adjoint, puis régisseur général, puis directeur de production, et puis maintenant producteur exécutif, line producer, hein, en fonction des projets. Voilà.
Et c'est hyper inspirant de voir que en fait, tu avais ton rêve d'enfant et que de ce rêve d'enfant, tu n'as rien lâché et que malgré l'école, si ça ne te passionnait pas, tu t'étais vraiment déterminé à te dire je veux apprendre l'anglais dès tout petit finalement. C'est super intéressant de se dire que tu as enchaîné de film en film et qu'après tout s'est déroulé finalement et de monter les grades petit à petit pour finir en haut de l'échelle. Oui, 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 oui. Ouais, non, c'est cool. C'est vrai que sans l'anglais, enfin, sans le cinéma, je pense que je ne parlerais pas l'anglais, déjà, parce que je voulais vraiment faire des films américains, que je n'ai jamais fait, hein, d'ailleurs. Enfin, j'ai tourné aux États-Unis sur des films français, j'ai fait des tournages aux États-Unis, ou des bouts de tournage, des parties de tournage qui se passaient aux États-Unis, j'en ai fait. Grâce à l'anglais d'ailleurs, hein, parce que sans l'anglais, on ne m'aurait pas engagé. Donc l'anglais m'a permis de faire quand même pas mal de choses et de voyager professionnellement. Voilà, j'ai fait un film qui s'appelle Bienvenue à bord, mais j'ai fait tous les Caraïbes. Voilà, c'est génial, hein. Ça faisait des mois que je travaillais plus parce que le problème, enfin, voilà, l'intermittence, c'est on travaille énormément sur un projet, on travaille beaucoup, on ne compte pas les heures, on dort peu et on fait un film, c'est dur, etc. Et puis le film se termine et vous attendez le prochain. Et vous pouvez attendre 2 semaines, comme vous pouvez attendre 3 mois. Et voilà, parce que les projets ne tombent pas parfaitement au bon moment. Voilà, on m'appelle souvent, bah, je ne suis pas disponible. Et puis quand je redeviens disponible, on ne m'appelle plus. Donc voilà, donc il faut savoir être patient, attendre. Et puis plus on est connu, plus les gens vous appellent. Super. Et en fait, pour rebondir là-dessus, donc sur cette période de 2010 ou une autre période, quel a été un de tes challenges dans ta carrière, un moment effectivement qui pouvait être un petit peu difficile et où tu as rebondi après, ou qu'est-ce que ça a pu t'apprendre de vivre un moment comme ça? Il y a plein de challenges. Oui, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a vraiment au début, déjà en fonction de votre personnalité, moi j'étais quelqu'un d'assez introverti, assez timide, en manque de confiance et tout. Et en fait, travailler à la régie, au service des autres, m'a vachement obligé à faire des choses. Le premier film que j'ai fait, euh, La neige et le feu de Claude Pinoteau, l'équipe me connaissait pas. Bah, ils m'ont mis au camion et je me suis retrouvé à conduire un camion dans Paris, un 22 mètres cubes. Voilà, j'avais 19 ans. Voilà, certes, j'avais eu mon permis à 17 ans aux États-Unis. Je l'ai repassé en France un peu plus tard quand j'avais l'âge, mais j'avais pas conduit de camion et je me suis retrouvé dans les rues de Paris avec un camion. Donc, il fallait se forger. Donc, il y a ces moments-là d'être au service de l'autre, etc., de outrepasser sa timidité, de se découvrir. Donc ça, c'est ce qui m'a aidé au tout début. Et puis après, bah, l'évolution de la vie, moi, je trouve que c'est un métier hyper intéressant parce que on travaille avec les autres. Ce que je disais, on fait tout le temps le même métier, mais tout le temps avec des gens différents. On peut rien faire seul. Donc, c'est ce qui vous fait évoluer au fur et à mesure de votre vie, c'est travailler avec les autres, je trouve. Eh oui. Ouais, et puis après, la fierté d'être sur certains projets. Voilà, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de téléfilms, énormément, énormément. Pendant 9 ans de ma vie, j'ai travaillé dans une production qui me faisait travailler film sur film sur film sur film. Donc, bah, j'avais du boulot, donc je continuais à travailler, mais je faisais que de la télé. Donc, j'ai fait, je sais pas combien d'épisodes pour France 2 d'une série qui s'appelait Le Tuteur avec Roland McDan. J'ai fait des Camping Paradis avec Laurent Ournac. J'ai fait toutes ces séries. J'ai travaillé presque 9 ans non-stop. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je faisais quand j'ai commencé, c'était du cinéma. Et je voudrais revenir au cinéma, quoi. Et du coup, j'ai cette période en 2010 où j'ai arrêté de travailler justement pour reprendre du cinéma et qui a été assez difficile. Et puis, bah, je suis reparti, j'ai refait des films de cinéma. Et puis après, travailler avec les plateformes aussi, c'est super intéressant parce que c'est travailler à l'américaine. Et moi, j'adore ça. Ça m'a remis un coup de fouet. C'est tous ces moments là dans la vie qui sont intéressants, je trouve, de relancer la machine. Et avec le cinéma, voilà, le fait de faire des films différents avec des gens différents,
font que ça relance la machine à chaque fois et on ne s'ennuie pas, quoi. On a toujours un moteur, un nouveau moteur qui se met en route et moi ça va, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours envie de le faire. Mm. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi sur que tu faisais toute cette partie bah, d'enchaîner avec les différents téléfilms, de devenir un peu expert là-dedans, et après de se dire, de s'accorder un temps de pause pour se dire, bah, en fait, moi, mon rêve, c'était vraiment d'être dans le cinéma, j'ai fait ça pour tourner des films. Et d'accepter finalement la période de vide, puisqu'il faut accepter un vide pour créer du plein à nouveau, parce que si ton planning il est trop plein, enchaîné, 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 on peut pas, bah, le planning est trop plein pour une autre opportunité. Et le fait de Absolument. se dire, je crée du vide et il y a cette période un petit peu compliquée en 2010, mais pour avoir un super cadeau finalement avec Bienvenue à bord aux Caraïbes, c'est génial parce que ça, c'est super intéressant à comprendre. On le voit beaucoup d'un point de vue énergétique, en tout cas, il faut créer du vide pour attirer à nous ce qu'on veut et se recentrer bah, sur ta vision, sur ton rêve finalement d'enfant, pour attirer à toi bah, ce beau cadeau aux Caraïbes. Ouais, ouais, oui. Ben, il y a du bon, hein, donc le vide, ça fait du bien, retour sur soi, se reconnecter, se dire vraiment qu'est-ce que je voulais vraiment, etc. Mais on ne choisit pas en fait. On est appelé. On est appelé ou on n'est pas appelé. Donc, se crée aussi euh, l'incertitude, enfin le doute, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Oui, alors j'en ai marre de travailler 12 mois sur 12, parce que j'ai vraiment enchaîné pendant 9 ans. Je n'ai pas arrêté. Je faisais des téléfilms, je les enchaînais. En fait, je préparais même des films les suivants pendant que j'étais encore en train de tourner le précédent. Et j'étais en préparation, donc j'étais en tournage et j'ai pas arrêté. Je travaillais toute l'année. Euh, j'arrêtais pas. Et quand je me suis arrêté, en fait, alors ça m'a fait du bien au début. Puis après, voilà, quand vous vous arrêtez pas, vous n'avez pas de recul, vous vous posez pas de questions. Et je me suis mis à me poser des questions. Et en fait, il y a eu un moment de doute aussi. Mais est-ce que d'abord on va m'appeler pour faire d'autres choses? Est-ce que et j'ai eu des moments où vraiment j'étais même plus bien quoi. Je me suis dit mais j'avais manque de confiance. Je me suis dit bon bah c'est bon, on va plus jamais m'appeler. Enfin voilà, ça a été très compliqué quoi. Il y a tout, mais hyper constructif en fait, très intéressant parce que ça vous remet les pieds sur terre. Et du coup c'est le moteur. Il y a la partie, il y a les up and down. On est bien, on est super, on descend, on commence à avoir des doutes, manque de confiance. Puis on se dit ben non, je sais faire mon métier, je l'ai fait pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, enfin, je sais le faire, allez, voilà. Et puis on est appelé, puis en fait on est appelé pour ses qualités professionnelles, parce que je parlais l'anglais, parce que machin, paf, je pars au Caraïbes, et pam, le moteur, la machine se remet en route, et ça fait vraiment du bien en fait, on se recentre en fait, c'est Comment dur. tu gères, bah, du coup, et comment tu gères la partie doute, incertitude et qu'est-ce que ça t'a appris, bah, ce recentrage sur toi, qu'est-ce que ça t'a appris comme nouvelle connaissance ou compétence où tu as vu une évolution après dans ta pratique, dans ton métier? Euh, je pense qu'avec les années, avec l'âge déjà, la maturité, etc., c'était plus dur quand j'étais plus jeune d'avoir ces périodes de creux pour deux raisons. D'abord parce que j'étais plus jeune et moins formé et parce que j'avais moins, personne me connaissait dans le milieu. Enfin, j'avais moins de réseau. Donc, vous avez la chance de faire un film, vous êtes super content, vous vous lancez dedans à fond, et puis ça s'arrête et vous vous dites mince, en fait, je connais que ces gens-là, quoi. Et est-ce qu'ils vont retravailler, est-ce qu'ils vont me rappeler j'ai pas d'autres réseaux, etc. Donc, quand on est jeune, on a ce doute sur est-ce que j'ai bien fait mon métier, est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que je me suis investi assez, est-ce que j'ai été apprécié, est-ce que plein de raisons, est-ce qu'on va me rappeler? Au fur et à mesure, avec les années, il est vrai qu'on s'endurcit et puis on connaît plus de monde et on connaît mieux son métier. Et aujourd'hui, voilà, si on ne m'appelle pas pendant 2 mois, c'est pas grave.
c'est pas grave, ça fait même du bien. Je me dis, bon, on va voir venir, on va voir venir le prochain film, voilà. Et puis, on peut choisir aussi un peu plus, c'est-à-dire que plusieurs personnes m'appellent, et voilà, en fonction du projet et en fonction moi, le côté humain est devenu extrêmement important. C'est-à-dire que si on m'appelle et qu'on me donne le nom d'un réalisateur difficile ou d'un comédien très difficile, et je me dis, est-ce que j'ai envie de me lancer dans ce projet-là? Alors, si le projet me passionne, que le scénar est top et que le lieu, le moment, les périodes de tournage me plaisent, j'y vais quand même. Il faut affronter le truc. Et puis, si ça c'est pas trop adapté, j'ai cette chance maintenant de pouvoir faire ça. C'est comme je sais pas, n'importe quel commerçant. Au début, il ouvre son commerce, il a pas de, il y a personne vient chez lui. Et puis, au fur et à mesure, les gens viennent et au fur et à mesure, les gens le connaissent en fonction de sa qualité de boulot. C'est tout pareil. Et il finit par avoir du monde qui vient à sa boutique. Donc moi, je peux choisir un peu les gens avec qui j'ai envie de travailler maintenant. Donc les périodes de creux sont des périodes de repos. Voilà, le travail sur moi-même, je l'ai fait. Et si des films se sont mal passés ou c'est pas grave, c'était un film, il est fini et je vais passer à autre chose. Il y a des films courts, on se dit c'est super, c'est un film court. Alors si ça se passe pas bien avec certaines personnes, dans le film c'est plus dur, vous avez des tensions, etc. à gérer. C'est pas grave, c'est 20 jours de tournage, c'est 3 mois de boulot, 4 mois de boulot. Bon, après c'est fini, on passe à autre chose. Et puis s'il était génial, ce film, c'est triste, on était hyper content de travailler ensemble, on espère qu'on va pouvoir se retrouver sur d'autres projets. Voilà, c'est ça notre métier, c'est ça qui est bien dans notre métier, dans les Et choix. ça, c'est intéressant parce que comment ça se gère souvent? On se pose cette question. Moi, je me posais souvent la question par rapport aux équipes de tournage. Comment ça se gère d'avoir une vie familiale justement soudée en tournant à droite, à gauche, à l'étranger? Comment ça se gère? Puisque ça doit être un sacré challenge pour maintenir en fonction de la distance. Alors, ça gère bien quand on fait le même métier, c'est-à-dire que si on est tous les deux intermittents du spectacle, déjà on comprend l'autre, on sait les problèmes de l'autre, puisque voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même métier, l'amour fait beaucoup de choses au début, mais après, voilà, vous ne faites pas le même métier, vous n'êtes jamais là, c'est difficile, hein. Donc déjà, moi je suis avec une intermittente du spectacle, donc on se comprend. Après, la gestion, elle est simple quand il n'y a pas d'enfants. Voilà. Les enfants, ça nécessite une stabilité, d'aller à l'école, les périodes de vacances. Donc, il ne faut pas travailler pendant les vacances scolaires. Il faut qu'un des deux ne travaille pas pendant les vacances scolaires pour qu'ils puissent au moins s'occuper des enfants, s'il y en a. Il faut voir ses enfants, donc essayer de ne pas être trop loin tout le temps, de pouvoir rentrer. Il ne faut pas travailler en même temps. Si on est intermittent, il faut toujours qu'il y en ait un qui ne travaille pas pour s'occuper des enfants pendant que l'autre travaille. Donc, il faut faire des choix aussi en fonction de ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai une fille, elle est grande, donc on n'a plus ce problème-là. Nous, on ne fait que des choix en fonction de nous maintenant. Donc, c'est beaucoup plus simple. Si ma compagne tourne en province et que moi je tourne à Paris, les week-ends je vais la rejoindre pour lui éviter de prendre le train ou l'avion. Alors moi je vais la rejoindre le week-end une fois de temps en temps, une fois de temps en temps elle rentre. Et du coup ça me permet aussi d'aller voir ce qui se passe dans le sud de la France à 7, à droite à gauche là où elle va tourner. Et elle fait pareil. Je vais tourner. J'ai tourné pendant presque 2 ans au Havre, elle est venue me voir plein de fois. Et oui, c'est sûr que c'est toute Ouais. une organisation à avoir et encore des changements de rythme différents, effectivement. Mm. Et en plus, vous, en fait, il y a le métro boulot dodo, ça n'existe pas trop dans votre métier. Il y a pas une routine comme on peut trouver dans d'autres métiers. Et pour revenir donc dans ta carrière, est-ce que tu as un moment fort à nous partager, un super souvenir J'en ai plein. Alors, j'ai mon premier film, La neige et le feu de Claude Pinoteau, c'était hyper fort. C'était un film d'époque, Libération de Paris, FFI, Paris. On a fait à l'époque des trucs géniaux et je suis monté au clocher de l'hôtel de ville de Paris
tout en haut au clocher, et j'ai tiré un drapeau FFI. Voilà, c'est des moments, alors personne ne monte dans ce clocher, il doit y avoir une personne, le régisseur de l'hôtel de ville qui doit y aller. Je ne sais pas pourquoi pour y faire quoi, mais voilà, donc j'ai fait des trucs comme ça. On a mis des faux sacs de sable à la façade, on a tiré en bas à blanc des fenêtres de la façade. On a fait des trucs géniaux. C'était mon premier film, film d'époque, en costume. C'était un super souvenir, hein. En fait, ce qu'il y a dans ce métier, c'est qu'on va dans des endroits où personne ne va normalement. On fait beaucoup de repérages, on cherche des lieux et on nous ouvre des portes où il n'y a que quelques privilégiés qui vont, quoi. Le grand public n'y va pas. Donc, c'est ça qui est génial. Ça, c'était un moment, les yeux se sont ouverts en grand et je me suis dit, c'est vraiment ce métier que je veux faire. Je veux faire, voir des choses que personne d'autre ne peut voir, quoi. Et donc, c'était des moments super. J'en ai plein des moments. J'ai des moments avec des comédiens. J'ai tourné avec Yves Robert, avec des réalisateurs des années. J'ai été l'assistant de Jean Rochefort aussi, un petit peu. J'avais fait un film avec lui, d'Yves Robert, réalisateur d'Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, etc. J'ai fait un film avec eux. Il y avait Jean Rochefort, Jean Carmet, Jean-Yann, il y avait tous ces comédiens, ces monuments du cinéma français qui étaient là. Jean Rochefort m'a demandé à l'époque si il cherchait un assistant, si je voulais l'assister. Il avait une pièce de théâtre à faire. Il cherchait un assistant pour l'assister, pour l'accompagner, etc. Et je lui ai dit oui. J'ai travaillé avec Jean Rochefort pendant presque une année où je vivais entre chez lui et chez moi et je conduisais sa voiture et je l'accompagnais au théâtre, sur les plateaux de cinéma. Voilà. Après, très rapidement, moi, je voulais être sur les films, je voulais pas l'assistant d'un comédien. Très rapidement, j'ai dû partir à l'armée déjà, puis j'ai repris des tournages. Oui, c'est génial parce qu'en fait, dès le premier film, tu t'es dit, ah, je suis en train de vivre mon rêve et c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais. Et toi, ce qui t'anime, c'est vraiment le contact avec les autres, comme tu nous disais au départ, dans ton métier que tu fais actuellement, et d'aller chercher d'accéder à des lieux inaccessibles pour certaines personnes, un petit peu ce Ouais. côté exceptionnel, finalement, unique qu'on peut retrouver. Oui, nous, on va partout. Ne serait-ce qu'on va tourner sur un film à Paris dans un lycée, eh ben, on visite le lycée de la cave au grenier. On va dans les sous-sols des lycées. Alors, on imagine que les bâtiments parisiens datent un peu. On voit des choses que tout le monde ne voit pas. On fait des châteaux, les catacombes. On va partout. On va à l'étranger. On visite des lieux improbables. Ça, c'est super, quoi. C'est super. Une autre petite question. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a, un mentor ou un exemple ou une personne qui t'inspire et qui t'a inspiré au long de ta carrière? Alors moi, j'ai été passionné par les comédiens américains, les Steve McQueen, etc. C'est pas vraiment des mentors, hein, c'est des gens, c'était des images. Voilà, le cinéma américain m'a passionné. J'ai pas de mentor particulier. J'ai pas rencontré à part des gens comme Jean Rochefort, quand même, qui étaient des moments hyper importants dans ma vie. Euh, j'ai des moments où vous ramenez un comédien chez lui, il dit bah viens boire un canon et on y passe la nuit, on rentre sous et on a passé un moment génial, ce qui m'est arrivé avec Jean Carmet, qui était, moi j'avais 19 ans, je le ramène chez lui, il me dit viens manger un bout, et puis il ouvre une bouteille de vin, deux bouteilles de vin, trois bouteilles de vin, et on a mangé un crottin de chèvre, et j'avais 19 ans, et j'étais sous comme cochon, et il fallait que je rentre chez moi, et du coup j'ai dormi dans la voiture un peu avant de partir, enfin, mais j'ai des moments qui m'ont marqué, mais j'ai pas eu de mentor particulièrement, non, j'ai pas. Donc, c'est des rencontres, en fait, des C'est des rencontres. rencontres, ouais.
Et après, les films américains, bah, depuis tout petit, qui t'ont inspiré et qui t'ont guidé Ouais, vers ton rêve, finalement. ouais. Est-ce que tu as une citation ou un livre qui t'inspire? Ou un film, alors. Oh là là, le cinéma, j'ai un paquet de films qui m'ont marqué. Ouais. Il y a un film qui m'a marqué tout particulièrement quand j'étais jeune. J'adorais le cinéma américain et tout. C'est un film de cowboy, Little Big Man. C'est un Little. film qui s'appelle Little Big Man, qui m'a marqué quand j'étais gamin. Je suis sorti de là et ça m'a convaincu. Je dis, mais je veux vraiment faire du cinéma, quoi. Voilà. Après, il y a des films, des films mythiques, Apocalypse Now. Ouais, il y a beaucoup de films américains qui m'ont marqué. J'ai été aussi un passionné du cinéma d'Hitchcock. Je crois que j'ai vu tous ses films, même ses courts-métrages. Je crois qu'il en a fait 55 films, je les ai tous vus. J'adorais le cinéma d'Hitchcock. Bah oui, en fait, tout le long de ta vie, finalement, tu as été animé par ça et c'est ça qui Ouais. t'a guidé dans ta passion. C'est ça qui est super de voir par rapport à ton histoire. Et tu as une réplique de film que tu as en Oh, tête oh non, non, je suis pas très fort à ça. Pourtant, des films, il y en a certains que j'ai eu plusieurs fois, mais je suis pas très fort en réplique. Non, non, j'ai pas. Non, non, non. Ok, très bien. Est-ce que, donc par rapport à mon livre bah, sur les super-héros, pour réveiller en fait le super-héros qui est en nous, si tu devais choisir un héros, ça serait qui? Ce serait Goldorak, le héros de mon enfance, de Récré à deux, que j'ai adoré quand j'étais gamin. Alors, c'est pas un super-héros, je pense. Enfin, Un héros. je sais pas si c'est un super-héros, c'est un héros. Il y avait un côté social quand même dans Goldorak. Ah, l'aspect social, tu vois, en fait, c'est ça qui est intéressant quand on demande les films ou les super-héros, parce que souvent, quand on parle de films préférés, livres préférés ou ces questions-là, sous-jacent, en fait, on va connecter à nos valeurs principales parce que Ouais, si on aime, c'est que ça vient nourrir nos valeurs. Et en fait, toi, on retrouve vraiment énormément bah, cet aspect social, relations humaines, rapport aux autres. Donc, c'est hyper intéressant ouais. que là, tu me dises ça, alors que tu le regardais quand tu étais petit. Mais en fait, on voit que dès tout petit, quand on est vraiment passionné et qu'on est guidé là-dedans, on vient se nourrir dès enfant de ce qui nous anime. Absolument, ouais. Ouais. Puis il y a un côté aussi un peu sauver, aider l'autre, sauver le monde. Alors, c'est sûr Ouais. que ça marche bien quand on est gamin. Après, quand on est plus adulte, c'est plus difficile. Surtout que dans mon métier, parfois, la question se pose, est-ce que ça sert vraiment ce qu'on fait? Alors, c'est du divertissement, les gens regardent les films qu'on fait, donc forcément, ça sert à quelque chose, mais justement, l'aspect social est moins marquant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sauve pas des vies, hein, voilà. Mais il y a quand même un côté divertissement. On fait du bien quelque part, et j'aime bien cette idée-là, malgré tout. Bah oui, bah, Euh, c'est vrai qu'il y a le côté divertissant et il y a le côté inspirant aussi. Moi, j'aime beaucoup aller chercher, alors soit bah, regarder tout le côté jeu d'acteur, mise en place de l'histoire, mais souvent j'aime beaucoup regarder bah, quelle est la morale de l'histoire. ouais, Euh, ouais. dans chaque film, dans chaque histoire, tiens, quel message on a envie de nous faire passer et de telle ou telle manière, que ce soit dans un film ou un dessin animé. J'aime beaucoup aller saisir ce genre de choses. Et du coup, en fait, Ouais, c'est ouais. inspirant par rapport à ce qu'on vit aussi dans notre vie. Donc, il y a le côté Mhm. divertissement, mais il y a ce côté aussi inspirant, tirer les personnes vers le haut, je trouve. Et il y a ce côté, bah, forcément, le cinéma, ça fait rêver, ça met des étoiles dans les yeux. Donc, Mhm. Mm. Et quel conseil bah, tu aurais à donner aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient soit être dans le milieu Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. littéraire?
Non, non, ouais, ouais, c'est le conseil que j'ai donné à ma fille quand elle est sortie du bac en disant je sais pas quoi faire, je vais faire psycho, je vais me mettre sur les bancs de la fac. Je te connais, chérie, va d'abord un an aux États-Unis, puis après tu iras sur les bancs de la fac, tu feras ce que tu voudras. Et puis finalement, elle est pâtissière, donc et elle parle l'anglais couramment. Et elle se sert de langue d'anglais dans ses études de pâtisserie, etc., puisqu'elle fait des études de pâtisserie en anglais. Donc, enfin, voilà, je diverge, mais euh, je, il faut, le conseil à donner, c'est d'essayer de croire, voilà, si vous avez la moindre idée de ce que vous voulez faire, essayez d'y aller, même si vous venez pas d'une famille qui fait ce métier-là, même si voilà, il faut essayer. Enfin, je pense que c'est la meilleure des solutions parce qu'en fait, un métier, bah, c'est toute votre vie après. Et pour être heureux dans sa vie, bah, il faut être un peu heureux dans son boulot, quoi. Donc, j'ai envie de dire, alors c'est hyper facile de dire ça parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est totalement inaccessible. Les écoles de cinéma sont chères, la plupart sont privées, ou alors sont inaccessibles avec voilà, il faut se battre, il faut passer des examens, il y a très peu d'élus, comme les écoles de la Fémis, etc. Bon, bah voilà, il y a très peu d'élus. Il faut passer de nombreux examens pour y rentrer. Il faut se former aux examens d'entrée avant. Enfin, c'est pas si simple. Mais quand on a envie de faire quelque chose, il faut pas se dire dès le début, vu le milieu dans lequel je suis, vu d'où je viens, ça sera jamais pour moi. Il faut tenter coûte que coûte, quoi. On finit par y arriver. Hein. Alors, j'avoue que c'était peut-être plus facile à mon époque. Voilà, la façon dont je suis rentré dans le cinéma est assez particulière. En fait, je connaissais absolument personne. Hein. Mes parents, ils tenaient une boutique de fruits et légumes, quoi. Et une personne m'a dit, mais il y a des garagistes qui ont un client qui est producteur de cinéma. Peut-être que s'il leur parle de toi, il est dans les Yvelines, s'il leur parle de toi, peut-être qu'il pourra te recevoir. Et j'ai dit, bah oui, oui, parlez de moi, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire du cinéma, je fais une école de cinéma pour faire du cinéma. Et ces gens, ces garagistes ont parlé à ce producteur qui amenait sa voiture à faire réparer chez eux dans les Yvelines. Et il leur a laissé un numéro, j'ai appelé le numéro, il m'a reçu et puis j'ai fait un film. Voilà. Génial. Voilà. Ah Voilà. oui, Et de mon rien premier, voilà. lâcher et la force des Voilà. rencontres. Hein. Voilà, j'ai fait un film et puis en fait, il y a plusieurs façons d'arriver quelque part. Il y a effectivement les études en se battant, en faisant des écoles de cinéma, etc. Alors, pour ceux qui ont les moyens, des écoles privées, pour ceux qui n'ont pas les moyens, en se battant pour faire la Fémis, voilà, toutes ces écoles plus difficiles à intégrer, mais qui sont de très, très bonnes écoles. Et, ou alors, carrément, le terrain, quoi. Le terrain, de taper aux portes, intégrer une équipe et prouver qu'on est capable de se donner à 100%. Enfin, voilà, c'est Oui. le conseil que je donnerais. Aller démarcher personne, ne rien lâcher Ouais, une fois qu'on a son rêve et vraiment faire ses preuves sur le terrain finalement. ouais. Moi, j'aide beaucoup, hein, j'essaye, je prends beaucoup de stagiaires, de jeunes. Sur chaque film, on essaye, on les prend, et puis quand on voit que ça marche, on les reprend, ou alors on les prend et ils intègrent des équipes au sein des équipes où on les a placés, et au fur et à mesure, ils évoluent comme ça. On le fait beaucoup dans le cinéma, intégrer des jeunes. Et toi, tu aimes bien donner la chance aux jeunes. C'est bien de voir ça, Ouais, ouais, de ouais. transmission, parce que souvent on dit que les intermittents du spectacle, bah, surtout au niveau des comédiens, il y en a beaucoup. Et c'est pas toujours évident si on n'a pas les contacts ou si on n'est pas dans ce milieu-là de faire ses preuves et qu'on nous donne notre chance finalement. Ouais, c'est compliqué, hein. Et puis c'est un petit milieu fermé. Ça reste compliqué, quoi. Hein. Mais c'est possible, en tout cas. C'est C'est possible. possible. Faut rien Ouais, lâcher et aller non, jusqu'au bout de sa passion et de son ouais, rêve. ouais, ouais. Parler l'anglais. Et parler anglais. Ça, on insiste sur ce point. Non, 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 les langues étrangères, c'est bien, surtout pour aller voyager. Non, mais t'as raison. Finalement, l'anglais, bah,
encore plus dans le milieu du cinéma, mais ça nous sert tout le temps, n'importe où on voyage, si on ne parle pas Ouais, anglais. ouais, Super, bah, parfait. Est-ce que tu aurais voilà. un petit mot pour la fin? Bah non, le petit mot pour la fin, suivez vos rêves et essayez d'aller au bout, ne lâchez rien. Et puis voilà, c'est le mot de la fin. Il faut se donner le temps, un petit peu de temps pour essayer d'obtenir ce qui sera bien pour son propre avenir, quoi. Voilà. Merci du conseil, Régis. Merci beaucoup de ton temps, de ton partage et Avec plaisir. de ton authenticité. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est vraiment un Ben, plaisir de partager avec les champions de la réalité, comme j'aime bien le dire, nos super-héros. Ben, Merci. merci à toi, Marine. Merci beaucoup aussi parce que toi, tu soignes les maux des gens qui travaillent, qui ont du mal, qui ont mal au ventre, qui ont mal au dos, qui ont mal à l'épaule, comme moi. Et merci beaucoup aussi parce que ça fait partie du jeu. Je reviens en forme au boulot grâce à toi. Ah bah merci, c'est très gentil pour ton partage. C'est toujours un plaisir de t'avoir au cabinet et de pouvoir échanger sur nos deux passions là finalement, hein. Ben ouais. Bon, bah, à très bientôt. Merci beaucoup. Et bah oui, à très bientôt.